Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Ce 13e épisode est la suite du 12e épisode d'Entre là. Je vous invite à l'écouter avant, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la suite de ma conversation avec Daliborka Milanovic, qui est entre autres philosophe, logicienne, éditrice, doula, présidente de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Nous l'avons vu dans l'épisode de la semaine dernière, toute relation vraie nous bouleverse et nous transforme. Les bébés, nous l'avons vu, savent admirablement faire ça. Ce sont eux qui font de nous des parents, et pas nous qui faisons d'eux des enfants. Entrer dans le lien d'attachement qu'ils nous proposent nous permet de nous relier à eux, tout en nous connectant à nous-mêmes, à notre nature profonde, et à la nature dont nous faisons partie. Ainsi, cette forme de parentalité est une formidable voie d'accès à l'écologie. Dans cet épisode, nous allons continuer à explorer les liens entre écoparentalité, écoféminisme et écologie. Tous sont portés par l'intelligence de la vie, au service de la vie. Le maternage nous met en contact direct, en corps à corps, avec un autre qui ne réagit pas comme nous, n'a pas les mêmes besoins que nous, et surtout pas la même manière de les exprimer. Il nous propose d'y répondre de manière écologique, c'est-à-dire en ne gaspillant pas nos ressources, qu'elles soient matérielles, énergétiques ou émotionnelles, et au contraire en les régénérant sans cesse. Ainsi, tout naturellement, nous allons le voir, cette façon d'être au monde et d'interagir avec les autres nous amène à prendre soin des besoins de tous et des nôtres également, à respecter et faire respecter nos corps, à protéger les rivières, les forêts et toute la nature dont nous faisons partie. C'est une voie très concrète qui permet vraiment d'agir. Bonne écoute, cher auditeur, cet épisode est pour toi, entre là. Un enfant qui est respecté dans ses besoins, il va trouver naturel de respecter ceux des autres, en fait. Ça lui viendrait pas l'idée de faire autrement puisque c'est ce qu'il vit lui-même. Donc l'altérité, elle est réciproque, en fait, donc c'est extrêmement simple. C'est ça. Alors, on entend aussi beaucoup de parents, notamment de mères, de dire qu'un bébé, c'est extrêmement engageant, qu'on a parfois une impression de dissolution, de fusion. Alors, toi, tu me disais, quand on en avait discuté, en fait, c'est pas de la fusion, c'est de la continuité. Est-ce que tu veux expliciter, en fait, la différence entre la fusion et la dissolution, la continuité? Je sais pas comment je vais réussir à parler de ça, sans parler, de convictions profondes, un peu métaphysiques qui sont les miennes. Alors d'abord, il faut savoir que le mot fusion, c'est un terme que je refuse d'employer, que je récuse. C'est un terme de psychanalyse qui est très péjoratif finalement et qui induit l'idée que la diffusion est nécessaire. Parce que dans la fusion, il y a l'incapacité pour chaque être de s'individuer. Alors dans l'idée de fusion, il y a aussi l'idée que les éléments qui sont en fusion se mélangent. Et moi, je pense que c'est un vocabulaire impropre. Et le terme que tu proposes, dissolution, est peut-être plus proche, j'en sais rien. Moi, je parlerais plutôt de continuité. Donc là, tu vois, donc ce mot revient souvent dans mon vocabulaire, dans mon lexique. La continuité, n'implique pas forcément pas de fusion, n'implique pas de peut-être pas non plus de dissolution. Parce que dans la dissolution, il y a l'idée qu'on est, complètement dissous dans l'environnement dans lequel on est. Mais c'est plutôt l'idée qu'il n'y a pas de rupture entre notre environnement et nous-mêmes. Donc le mot continuité me semble traduire, plus exactement ce qui se passe, pleinement accepté, hein, vraiment, par la mère, selon les modalités proposées par l'enfant. Donc c'est quand même quelque chose de très, très fort. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de rupture entre les 2 corps.
Parce que c'est ce qu'éprouve l'enfant, en fait. La mère, c'est comme un peu une prolongation du corps de l'enfant, finalement. Ou en tout cas, ça fait pleinement partie de son environnement. L'environnement, c'est l'air qu'on respire, la lumière qu'on reçoit, les vibrations sonores, c'est ça notre environnement, c'est notre bain sensoriel. Le corps de la mère, c'est finalement l'environnement du bébé. Et quand il sort du corps de sa mère, dans un maternage écologique, il a aucune raison de le quitter. Il est censé y rester. Il n'est pas censé être posé dans un berceau ou quoi que ce soit. Donc finalement, le corps de sa mère continue d'être son environnement naturel. En plus de l'air qu'il respire, alors qu'au départ, il ne respirait pas d'air, il était dans du liquide. Donc il découvre un environnement différent, mais il continue de rester sur le corps de sa mère. Donc pour lui, il y a une continuité et tout ce qui l'environne le touche. Et en le touchant, le détermine, le conditionne, le modifie, le change. Nous, parents, dans notre culture, et étant donné la destruction de notre sensibilité qui a été opérée par un maternage absolument pas approprié à nos besoins, on est coupé de cet environnement. On ne perçoit pas la continuité subtile qu'il y a entre nous et notre environnement. On ne comprend pas qu'en réalité, si on adoptait un point de vue surplombant, il y a une continuité radicale de la matière depuis l'air dans lequel on est, qu'on respire, dans lequel on évolue, et notre corps. Peut-être que ça vient de cette espèce de carapace qu'on s'est construit pour se protéger face à la violence que l'on recevait. La violence de ne pas être répondu dans toutes ces demandes, dans toutes ces demandes physiologiques, de base élémentaire, dans tous ces besoins, et qui nous coupe et qui induit cette impression on est des individus fermés. Alors qu'en réalité, on est des êtres extrêmement sensibles et équipés pour tout sentir. Dans ce paradigme-là, où on perçoit notre environnement comme une continuité, finalement tout ce qui nous entoure est une continuité, on acquiert une conscience écologique supérieure, il me semble. Et c'est ce qui se passe pendant le maternage proximal. Et c'est une opportunité extraordinaire. Tout à l'heure, je l'ai évoqué. L'état hormonal dans lequel on se trouve et qui favorise des états de conscience modifiés. Le bain hormonal propre au maternage va favoriser des états de conscience modifiés, des états de perception modifiés, des états dans lesquels on est davantage sensible à notre environnement. Et ce sont des états physiologiques qui sont nécessaires à l'accueil d'un bébé. C'est un processus complètement physiologique qui est dans la logique de la vie en réalité. C'est la vie qui fait ça. La vie n'est pas possible sans ça, si on n'est pas ouvert à l'accueil de l'autre. Et qui peut-être peut ressembler à de la dissolution, mais que moi je préfère effectivement appeler continuité, c'est-à-dire la conscience qu'il n'y a pas de séparation en réalité. Ça, on le dit d'une manière intellectualisée, mais quand on accueille un nouveau-né, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de vivant, qu'on ressent, qu'on vit complètement. Et c'est effectivement, ce sont des états extrêmement déroutants, mais en même temps extrêmement puissants. Et ils sont nécessaires parce qu'ils vont permettre l'accueil de l'enfant et ils vont permettre aussi, comment dire, le remaniement psychique qui est absolument indispensable à l'accueil de la vie. Que je comprends en t'écoutant, puis aussi à l'aune de mon expérience et puis d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres, c'est que on peut avoir des moments de sensation de tension, de dissolution, de perte de repères, parce que justement, comme tu le dis, il y a tout un réassemblage cognitif de la sensibilité qui est fait, et puis que peut-être ça vient aussi appuyer parfois sur des choses qu'on n'a effectivement pas eues. Et ces sensations qu'on peut avoir viennent juste dire, et c'est pour ça que ça peut être d'ailleurs réparateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah oui, OK, ça me fait tout bizarre, ou je ressens des choses qui me font un peu, trembler à l'intérieur parce que c'est quelque chose que je n'ai pas reçu et que je répare et que j'offre au bébé. Et j'ai souvent remarqué que parfois, enfin, quand j'étais avec des parents qui s'exaspéraient de comportements de petits, je leur disais: «Mais en fait, ça te gêne parce que ça t'était interdit, toi, ou ça te gêne vraiment toi, maintenant, en tant que personne?» Et très souvent, c'était le premier cas. Ça les Oui. gênait parce qu'ils avaient envie de réagir parce qu'en fait, ça leur était interdit à eux quand ils étaient aussi petits que l'enfant qui était à côté d'eux.
Mais Oui. ça les gênait pas du tout en tant qu'adultes aujourd'hui, ce qui était fait? Oui, oui. Souvent, tu as des réactions de ce type-là, c'est-à-dire que en soi, ça va pas déranger le cours de l'existence, d'une personne de voir un enfant, exprimer bruyamment ses émotions ou quoi que ce soit. Je sais pas moi, avoir un comportement, lambda, obtenir certaines faveurs, comme par exemple celle de ne pas enfin, le droit de ne pas finir son assiette de légumes, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, le droit de sortir de table, le droit de déjeuner avec les adultes, enfin je sais pas, n'importe quoi. On peut imaginer n'importe quelle situation dont un adulte peut s'irriter. Fondamentalement, ça va pas le déranger là, dans son intégrité physique, et quand tu creuses, ce qui les dérange, c'est que l'enfant soit autorisé à avoir ce comportement. Ils vont intellectualiser ça en disant que, ça ne se fait pas, ce ne sont pas des comportements qui se font. Mais quand tu creuses un petit peu, évidemment que ça vient de son éducation, de parce que lui ou elle n'a pas été autorisé à faire ou à ne pas faire ceci ou cela. Et c'est profondément ça qui le gêne, c'est le fait que cet enfant vive des expériences qui lui ont été interdites. C'est effectivement, il me semble aussi, que ça renvoie à des manques ou à des violences qu'ils ou elles ont subies étant enfants. Ça peut être très, très dérangeant et très déstabilisant, effectivement. Et mais alors les réactions sont différentes, hein. Moi, j'ai vu aussi des réactions extrêmement favorables, affectueuses, empathiques et émerveillées, soit parce que ces personnes-là avaient eu la chance de bénéficier de ce genre de maternage et d'éducation, soit au contraire parce qu'ils ont conscience que c'est de ça qu'ils auraient enfin, que c'est ça qu'ils auraient voulu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Voilà. Mais c'est vrai que souvent les réactions sont négatives, hein, je pense que je fais la même analyse que toi. Tu dis aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée sur la quantité, la qualité. On a beaucoup entendu que ce qui était important, c'est de passer du temps de qualité avec nos enfants, peu importe le temps qu'on dispose. Du coup, c'est très possible de pas voir nos enfants beaucoup, mais que cette qualité-là va tout changer, va, construire le lien, alors qu'en fait, finalement, une maman un peu dépressive, pas disponible, elle sera là, mais il se passera rien. Bon. Toi, tu dis la quantité et la qualité. Est-ce que tu Oui, veux préciser? oui, la quantité est la qualité. Je paraphrase Anne Sinclair. On ne peut espérer avoir 5 minutes de qualité que si on a eu 1 heure de quantité. En gros, hein, c'est ce qu'elle disait, je trouve ça complètement réel, complètement vrai. Pour, avoir du temps de qualité avec son enfant, on a besoin de passer beaucoup de temps avec lui pour le connaître. Je le dis des enfants, mais c'est vrai de n'importe quelle relation Mmh. finalement. Quand on aime être avec quelqu'un, on n'a pas envie de rester juste 5 minutes de qualité avec. On peut passer, des journées complètes et puis il y aura des moments vides, sans interaction particulière. Simplement, on sait qu'on est, l'un à côté de l'autre, qu'on peut se solliciter, en cas de besoin. Il y a une métaphore que j'utilise très souvent, c'est celle du ciel étoilé. Quand on veut observer les étoiles dans le ciel la nuit et qu'on veut voir beaucoup d'étoiles, eh bien, il ne suffit pas d'éteindre la lumière, de se mettre dehors et d'observer pendant 5 minutes. Si on observe 5 minutes, on verra, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20 étoiles et puis on pourrait très bien se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai observé le ciel, je rentre chez moi». Mais si on était resté plus longtemps, 30 minutes et il faut 30 minutes pour que l'œil, s'accoutume pleinement à l'obscurité et soit capable de voir un maximum de choses, eh bien, on aurait aperçu, on pourrait apercevoir, des galaxies, comme celle d'Andromède et on se met à avoir des coins, du ciel qu'on ne pouvait pas voir en cinq minutes. Bah, on peut dire la même chose des enfants, en fait. De nos enfants, on peut dire la même chose de n'importe quelle relation humaine, en réalité. Pour connaître son enfant, pour connaître ses besoins, pour connaître, ses préférences, ses aversions, eh bien, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps. Combien de parents, l'ont observé ça? Un enfant sort de l'école, un parent lui demande comment s'est passée la journée, ce qu'il a fait, l'enfant il n'a pas envie d'en parler, c'est pas le moment, pas maintenant. Alors quoi? Que c'est le seul moment où on va, interagir avec lui,
Enfin, est-ce que pendant l'heure pendant laquelle on va interagir avec lui, on espère avoir toutes les informations qui sont susceptibles de nous intéresser? Bah non. Souvent, il faudra attendre, plusieurs heures, voilà, d'être disponible, à l'écoute pour enfin voir l'enfant, au détour d'un jeu ou d'une conversation, bah, venir nous raconter, ce qu'a dit, l'instituteur, ou l'institutrice, ou parler, d'un petit conflit qu'il a eu avec un camarade ou des choses comme ça. Donc le temps de qualité, c'est une vision taylorisée, capitaliste, enfin, je sais pas comment dire, des relations humaines, ou c'est peut-être une vision, informatique, d'ordinateur, voilà, où on peut, caser des tâches, comme ça, qui se succèdent les unes, aux autres, bah, en fait, l'humain ça fonctionne pas comme ça et la vie ça fonctionne pas du tout comme ça. En séquence, où on va caser des activités. Mais toute notre organisation sociale est calquée sur un fonctionnement, d'usine, en fait. Voilà. L'éducation des enfants à l'école, c'est l'usine éducative, c'est l'usine scolaire et ce fonctionnement d'usine, ce fonctionnement ultra rationalisé qui est, issu de théories économiques, enfin typiques de l'industrie, enfin de l'ère industrielle, pardon, on va le calquer absolument à tout, même à la vie familiale. Et donc on s'imagine qu'on va pouvoir enchaîner les séquences comme ça toute la journée, hein. Réveil le matin, petit déjeuner, brossage des dents, emmener les enfants à l'école, on travaille, le soir on rentre, on fait les devoirs, on fait le bain, enfin on mange, on fait le bain, machin, on raconte une histoire et puis allez, on va passer un temps de qualité avec les enfants. Alors, les enfants sont tellement contents que les parents passent enfin 1 heure avec eux à jouer avec, à un jeu, plateau ou que sais-je, que, ben, on va avoir l'impression que c'est du temps de qualité. Mais en réalité, juste que les enfants, hein, ils ont besoin, languissant de relations. Donc quand on leur offre un petit peu, bah, ils vont sauter dessus, mais on ne voit pas tout ce dont on les a privés précédemment, qui est du temps de lien ordinaire et pas du tout extraordinaire, qui va nous permettre de construire une base solide, profondément enracinée, d'amour, de bienveillance, de connaissance des uns des autres, de respect et cetera. Je ne crois absolument pas à cette, idéologie de la qualité qui, selon moi, c'est de l'importation de l'idéologie industrialiste aux relations humaines. En plus, ça serait possible si les gens étaient ultra disposés. En général, quand on a ce moment de qualité possible, on a la tête pleine de milliards de choses, donc on n'est pas forcément ultra présent. Dans cette quantité qui est la qualité, il y a le fait que la quantité permet aussi d'être là quand il se passe quelque chose et quand l'autre a vraiment besoin. Exactement. Alors ça nous amène peut-être à la question du féminisme, parce que finalement, quand on prend conscience de cette écoparentalité, de tout ce qu'on gagne en fait, si on a décidé de vivre avec des enfants, tout ce qu'on gagne à être, dans une, forme d'altérité qui va avec la définition que tu donnes de l'écoparentalité, on pourrait se dire: «Ben oui, mais ça donne pas la possibilité à la femme de faire sa carrière, de s'épanouir, sur le plan économique, intellectuel et cetera». Alors, comment d'une part tu réagis à ça et comment tu fais le lien avec le féminisme et puis son histoire? Je note ça ne donne pas la possibilité aux femmes de à chaque fois qu'on parle du besoin physiologique de continuité et d'immédiateté des tout petits, on pense que ce sont forcément les femmes qui doivent répondre à ce besoin-là. Alors il se trouve que, de par le fait qu'elles portent l'enfant et qu'elles l'allaitent, leur corps est particulièrement engagé dans ce travail reproductif. Mais a priori, rien n'empêcherait, des hommes de prendre leur part aux soins, du petit et répondre à des besoins de proximité physique, de portage, de chaleur et cetera. Les hommes ne sont pas socialisés pour s'occuper des petits. Puis finalement, même quand on regarde, quand on observe, des sociétés, traditionnelles, ou des sociétés,
pas forcément des sociétés traditionnelles, heu, agricoles, mais de chasseurs-cueilleurs, par exemple, on voit que les papas, les hommes ne rechignent pas à s'occuper d'un enfant, à le porter, mais enfin, surtout quand ils sont petits, dès qu'ils pleurent, bon, ben, on les confie assez rapidement à une femme, pourvue de sein lactant, à leur mère de préférence. Mais le besoin d'allaitement, c'est pas si long que ça sur la vie d'un enfant. Enfin, finalement, quand on regarde, un enfant, ben, pour être, pleinement en capacité de survivre, par lui-même, et ben, c'est, plusieurs années et plusieurs années après le sevrage. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'au-delà du sevrage, seul le corps des femmes soit mobilisé pour cela. Maintenant, si on parle uniquement de la période primaire, où effectivement le besoin de maternage et d'allaitement est intense, effectivement, c'est le corps des femmes qui est extrêmement engagé. Et pendant l'histoire des idéologies, c'est souvent, parce que c'est elles qui doivent prendre en charge, le travail reproductif, qu'on les a jugées incapables de prendre en charge d'autres activités qui étaient réservées aux hommes. Donc on a justifié leur, incapacité à prendre part à des tâches masculines par leur biologie. Mais en réalité, quand on regarde bien, enfin, si on n'est pas de mauvaise foi, on voit bien que le fait que les femmes assurent ce travail reproductif, donc grossesse et allaitement, ça ne les empêche pas de continuer à contribuer à la vie collective, à l'économie de subsistance du groupe, auquel elle appartient. Les femmes, certes, ne vont pas chasser ou faire la guerre parce que, ça mettrait en danger leur progéniture si elles, la portent, mais, elles contribuent de 1000 une autres manières. Donc de toute façon, les femmes ont toujours travaillé. Donc finalement, c'est pas le travail reproductif qui empêche les femmes de travailler ou de développer des compétences. Il y a dans nombreuses sociétés traditionnelles des femmes qui ont eu des enfants ou ont des enfants et qui ont su développer des compétences extrêmement variées dans différents arts ou différentes, habiletés, enfin voilà. Donc c'est un argument de mauvaise foi finalement, de dire que, les enfants empêchent les femmes. En revanche, une société dans laquelle les enfants n'ont pas leur place dans tous les lieux et où une femme ne peut aller au travail que si elle se sépare de son enfant, on va dire que le problème, c'est l'enfant, plutôt que de dire que le problème, c'est le travail qui empêche les femmes de venir avec leurs enfants. Tu vois l'inversion de la chose? Oui, oui, absolument. Mmh. Alors, évidemment, au moment de la révolution industrielle, les femmes sont allées travailler dans des usines où il était dangereux de venir avec son enfant. Quand tu bosses sur des machines, dans une usine qui produit des produits, toxiques ou des choses comme ça, c'est pas un lieu approprié, aux enfants. En même temps, on peut se dire aussi que c'est pas des lieux appropriés pour les gens tout court et pas juste pour les enfants. A priori, quand tu fabriques des produits toxiques, il y a pas que les enfants qui en pâtissent. Il y a les ouvriers qui travaillent dans cet endroit-là, puis il y a l'environnement, il y a les rivières, il y a, les sols et tous les animaux qui y vivent, hein, animaux et plantes. Je voudrais simplement remettre en perspective les choses et montrer que l'enjeu, c'est pas tellement pour les femmes de pouvoir se séparer de leurs enfants, que de pouvoir accéder à un statut social, à une rémunération, à différentes, activités dans lesquelles elles pourraient s'épanouir, sans avoir à se séparer de leurs enfants. Il est là le nœud du problème. En même temps que, la possibilité de ne pas avoir d'enfants si elles n'en veulent pas. Il ne s'agit pas non plus, d'assigner aux femmes d'être absolument, reproductives et de se Mmh. reproduire. Mais c'est vrai Moi, que c'est quand une je parle question de culturelle. oui. Parce qu'il y a plein d'endroits où on pourrait mettre des bébés, c'est pas un problème. Enfin, tu vois, on était toutes les 2 journalistes quand on avait des bébés.
Bah, en fait, on pouvait faire téter un enfant en faisant une interview au téléphone, les gens s'en rendaient même pas compte. Donc c'était Ouais, une formule qui permettait que ça soit possible. Mais il y en a sans exactement. doute plein d'autres et c'est Mais juste bien qu'elles sûr. sont pas trop admises culturellement, quoi. Alors, journaliste, à la limite, c'est facile, hein, tu es dans un ordinateur, tu écris mais quid des commerçantes? Mais moi, en tant qu'éditrice, je suis allée à des salons, vendre des livres, hein. Voilà, j'étais dans des environnements très bruyants, debout toute la journée, enfin debout, assis sur une chaise, mais j'ai emmené mes enfants. Je les ai emmenés partout et quand je me promenais, en Asie du Sud-Est, je voyais des femmes, travailler en cuisine, des commerçantes au marché et cetera, et elles avaient leurs enfants, avec elles. Ah, mais c'est là qu'un occidental dirait: «Mais la place d'un enfant n'est pas dans ces lieux bruyants et cetera, c'est dans les écoles où on s'occupe que d'eux». Mais c'est des paradigmes totalement différents, totalement différents. Et l'école, c'est encore autre chose. C'est prétendument un lieu qui est fait pour, instruire, les enfants et construire, les compétences qui vont leur permettre de s'émanciper, d'être autonomes et cetera. Mais pour beaucoup, beaucoup de parents, c'est de la garderie. En réalité, les compétences qu'ils acquièrent à l'école, ils auraient besoin de 2 heures par jour peut-être de fréquentation scolaire pour les acquérir. Mais on en fait quoi le reste du temps où leurs parents, ils sont, à l'usine ou au bureau? Il faut bien les mettre quelque part, voilà. Donc c'est notre organisation économique et sociale qui n'est pas child friendly, qui n'est pas amie des enfants, qui implique que les enfants soient réservés au domaine de l'intime ou à l'école, en tout cas pas dans le collectif, dans la sphère publique. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, quelque chose d'absolument remarquable qu'avait noté Jane Lidloff dans son bouquin, Le concept du continuum, c'est que l'éducation des enfants, d'abord, si tant est que ce terme ait un sens pour les Yekonas. Les enfants, les Yekonas n'éduquent pas leurs enfants. Les Yekonas accueillent des enfants et qui font pleinement partie de la communauté des humains quand ils arrivent au monde. Ils ne sont pas des êtres particuliers à éduquer. On les accueille, on en prend soin et ils s'en servent naturellement. Dans ce type de société-là, l'éducation n'est jamais centrée sur les enfants. L'éducation, encore une fois, si tant est que ce terme ait un sens pour eux, elle est centrée sur les adultes. C'est-à-dire que les adultes vaquent à leurs occupations. Les occupations d'adultes et les enfants, ils sont simplement là et ils regardent les adultes faire et c'est comme ça qu'ils apprennent. Par Et on imitation, assez bah oui, naturellement, grâce oui, aux neurones miroirs, qui est la meilleure manière d'apprendre. exactement. Jamais on se demande s'ils vont réussir à acquérir une compétence. Jamais on ne doute de ça. Et en plus, on est convaincu que c'est de leur pleine responsabilité aux enfants d'acquérir ces compétences. Donc on ne va pas sans arrêt intervenir pour les façonner. Non, on les laisse observer. On ne leur donne pas des faux outils, on leur donne des vrais outils adaptés à leur taille, mais des vrais outils pour qu'ils apprennent. Et c'est complètement différent de ce qu'on fait. Donc si ça ne peut pas être fait avec les enfants, c'est juste pas fait. C'est tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à propos de mon maternage. C'est-à-dire que une activité, je ne pouvais l'envisager que, si elle intégrait pleinement le fait que j'avais des enfants. Si je ne pouvais pas les intégrer, bah, c'était une activité que j'envisageais pas et je n'avais pas de regrets, pas de remords. Je me disais pas: «Oh là là, si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça». J'ai construit un autre monde. Voilà, tout simplement. Et dans les sociétés, telles que celles que je décris, on ne se pose pas la question de construire un monde avec ou sans enfants. Ça leur vient même pas à l'idée. Ils sont là, on ne va pas les exclure. Finalement, tu as cette vision du monde, elle te permet de concilier à la fois le maternage et le féminisme. Est-ce que tu veux, en conclusion, nous parler un petit peu d'écoféminisme, très rapidement, d'histoire du féminisme pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on a voulu exclure les enfants, en fait? Il me semble que le féminisme devrait prendre en compte les mères et c'est le reproche principal que je fais à plusieurs mouvements, plutôt français, parce que ça peut être différent ailleurs, plutôt dans les pays comme l'Inde, justement, dans des mouvements, comme l'écoféminisme dont on va parler un petit peu après. La maternité, elle est vue comme un obstacle aux droits des femmes, finalement, à la pleine réalisation des droits des femmes. Et des revendications comme, de pouvoir mettre les enfants en garde et cetera, font partie des revendications prioritaires des féministes.
Il me semble qu'un féminisme complet serait un féminisme qui intégrerait le fait que la maternité est une composante inséparable du fait d'être une femme. Non pas que on n'est pas accompli en tant que femme si on n'a pas d'enfant, évidemment, c'est une stupidité d'affirmer une chose pareille. Non pas que parce qu'on est mère, on devrait avoir un statut supérieur ou particulier, non, mais parce que dans toutes les possibilités qu'offre le fait d'avoir un corps de femme, il y a le travail reproductif, il y a la reproduction et la particularité de ce travail qui est que le corps de la femme est particulièrement engagé à travers l'allaitement. C'est une des possibilités de ce corps particulier qui est le sexe féminin, quoi, le corps féminin. Et il me semble que dans les féminismes classiques, on a plutôt voulu gommer cette particularité biologique du corps féminin, justement au nom de l'universalisme, l'idéologie des droits de l'homme finalement. C'est rigolo parce que c'est une idéologie unisexe, hein, on parle pas du sexe de la personne à laquelle ça s'applique et ça me paraît être un écueil parce qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte le corps des sujets auxquels, ces droits s'appliquent. C'est une vision désincarnée et abstraite et spéculative qui a du mal à prendre parce qu'elle n'est pas ancrée dans le réel. Non, je suis désolée, et on n'est pas juste des personnes avec un statut juridique, des êtres comme ça, éthérés, désincarnés. On est des corps et il y a des différences entre le corps d'un homme et le corps d'une femme. On ne peut pas ne pas l'acter ça. Et en fonction de ces corps différents, on a des besoins différents. Ça ne veut pas dire qu'on aurait moins de droits ou que ça justifierait qu'on subisse plus de violence ou d'injustice. Simplement, les droits doivent être adaptés à chacun des profils sexuels. Et évidemment, le fait d'être né femme ou d'être né homme, n'impliquerait pas que, on soit exclu de certaines activités. Tout ça, ça va sans dire, mais il nous manque un pas supplémentaire pour intégrer ça, en fait, dans le féminisme. C'est-à-dire pas seulement le fait que les femmes, a priori, devraient, pouvoir accéder aux mêmes postes, aux mêmes droits et cetera que les hommes, mais intégrer en plus la spécificité du corps féminin qui est un corps très, très engagé dans le travail reproductif, dans la reproduction. Je vois pas comment on pourrait s'en sortir autrement. Mais, le problème, c'est que comme la maternité a été souvent utilisée pour, justifier l'aliénation des femmes, eh bien, elles sont extrêmement méfiantes. Il faut dépasser ça, il faut dépasser, cette crainte-là de la biologie qui s'est transformée en haine de la biologie finalement et intégrer la valence sexuelle en fait, de comment dire? De la personne juridique en fait. Ça me semble très, très important. Et dans l'écoféminisme, précisément, dans les mouvements écoféministes, on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce féminisme, radical, total, que j'évoque, qui, intègre les femmes dans toutes leurs dimensions, en fait. L'écoféminisme, c'est, la contraction de écologie et féminisme. En réalité, c'est pas une grande théorie féministe, l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est un type, enfin, ce sont des types de féminisme. Ils sont toujours dépendants d'un lieu, d'un locus. On devrait plutôt parler des écoféminismes que de l'écoféminisme d'ailleurs, je pense. Ils sont toujours liés à un terroir, un groupe de femmes qui ont comment dire, des problématiques très situées, qui produisent donc un militantisme très, très local, très situé, des savoirs aussi qui sont situés. Ils ne se développent pas de la même manière selon qu'ils se sont développés en Inde, en Afrique de l'Ouest, de l'Est, aux États-Unis ou ailleurs, ou en Allemagne par exemple. En Inde ou en Afrique de l'Ouest, on a vu des mouvements écoféministes naître parce que ces femmes avaient perçu un point commun entre l'exploitation de la nature, du vivant, et l'exploitation des femmes. Et donc, leurs luttes ont souvent été des luttes de femmes, menées par des femmes, pour préserver des ressources, de la destruction des industries,
voilà, des grandes entreprises qui comptaient exploiter des ressources d'une forêt ou d'un lieu. Donc on a beaucoup vu des mouvements écoféministes de ce genre. Protéger une forêt de son abattage par telle entreprise de je ne sais quoi. Protéger des rivières, souvent c'est des choses comme ça auxquelles on assiste. En OK. France, ça a été encore différent. Moi, il me semble que le mouvement écoféministe français, précède plusieurs années, peut-être d'une quinzaine d'années, le mouvement qui apparaît à peu près en 2016 en France, enfin, qui est un écoféminisme très intellectuel en fait et d'après moi très, très peu enraciné, grassroots et situé comme l'ont été les écoféminismes, comment dire? Du tiers-monde, ou des États-Unis, c'est encore autre chose et en France, il me semble qu'ils s'enracinent dans les mouvements des femmes pour une naissance respectée, pour l'allaitement, et pour ces choses-là. C'est des mouvements menés par des femmes et qui revendiquent toujours un aspect écologique, de respect du vivant, de respect de soi, de l'enfant, etc., etc. Voilà quel est le point commun, finalement, entre les différents écoféminismes qui émergent dans le monde. Merci Dali pour cet échange. Merci à toi, merci de m'avoir donné cette occasion. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Dali Borka. Je vous renvoie aux notes de cet épisode comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!